Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon analyse complète des marchés en mai 2026. Donc on va regarder tout ce qui est important en ce moment, que ce soit le fondamental, les corrélations de marché, qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est quoi les prochains scénarios de comment tout ça pourrait évoluer. Donc bref, je vais vraiment vous présenter mon analyse de A à Z. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait déjà aujourd'hui plus que 10 ans que je suis sur les marchés, donc 7 ans à temps plein. On a accompagné plus que 1000 personnes au travers de notre programme de coaching. Et dans les dernières années, j'ai pu générer énormément d'argent sur les marchés et surtout trader au travers de pas mal n'importe quelle condition, que ce soit le premier mandat de Trump, la pandémie, la guerre en Ukraine et plus récemment le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va regarder justement où est-ce qu'on est rendu par rapport à ça et surtout, comme je dis, comment le tout pourrait évoluer. Aussi, guys, juste avant de commencer, peut-être que là, il y en a parmi vous qui se demandent Anthony, pourquoi tu es dans ta cuisine et non dans ton bureau de trading? C'est tout simplement parce qu'on est en train de faire des grosses rénovations pour le setup. Donc pour l'instant, je vous en dis pas plus. Vous allez voir ça sur la chaîne évidemment quand le tout va être terminé. Je vais vous faire là, une vidéo de présentation. Mais bref, vous allez voir, le bureau va être complètement différent. Ça va être juste incroyable. Fait que pour l'instant, c'est encore en travaux. On en a quand même encore pour un petit bout. Fait que pour un setup temporaire, eh bien, je suis ici. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Je voulais quand même adresser là s'il y en a qui se posaient la question. Et sinon, guys, avant de starter également, si vous pouvez mettre un like sur la vidéo, évidemment, j'apprécierais beaucoup si c'est le style de contenu surtout que vous aimez puis que vous aimez que je fasse même plus souvent là, sur la chaîne. Et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. OK, donc pour commencer, on va regarder premièrement où est-ce qu'on était en début d'année. Parce que si vous avez regardé, guys, d'autres de mes vidéos d'analyse, vous savez très bien que j'aime bien prendre un pas de recul dans mon analyse avant de regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il faut toujours comprendre d'où est-ce qu'on vient. Donc, c'est quoi vraiment le contexte qui nous a amené à être où ce qu'on est rendu dans le moment présent? C'est quelque chose qui va nous aider à mieux comprendre la situation et ça va également nous aider à se faire une meilleure idée pour qu'est-ce qui s'en vient pour la suite. Donc, si on regarde au niveau des marchés, donc ici, on va surtout regarder évidemment qu'est-ce qui se passe aux États-Unis puisque c'est vraiment l'endroit le plus important et je vais souvent utiliser le S&P 500 qui est tout simplement l'indice des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Donc, on va y aller pour justement avoir une référence, là, disons, plutôt générale. Donc, si on regarde où est-ce qu'on était en début 2026, donc on voit qu'on était plutôt dans un range sur les indices. Donc, le marché ne faisait pas grand-chose. Globalement, j'étais encore plutôt haussier à ce moment-là sur les marchés. J'avais d'ailleurs fait une autre vidéo un peu comme celle-ci où j'expliquais ma vision que justement, sur du moyen long terme, j'étais encore haussier, mais que je m'attendais potentiellement à une correction. Les raisons étaient tout simplement parce qu'on commençait à voir un léger ralentissement au niveau des données de l'emploi. Donc, on a ici, par exemple, le taux de chômage aux États-Unis qui, comme on peut voir en 2025, a continué graduellement de monter. On est encore à des niveaux qui sont plutôt bons, mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand le taux de chômage commence à monter, eh bien, ça vient à s'accélérer. Et donc, si on dépassait le niveau des 5 qui est souvent le benchmark de référence, eh bien, c'est là que ça allait être un petit peu plus problématique. Finalement, comme on peut voir, depuis le début de l'année, on n'a pas dépassé le 5 on s'est même stabilisé aux alentours de 4,3 Donc, finalement, ça n'a pas été un problème pour l'instant. Mais ce qui a causé donc la petite correction ici, eh bien, c'était le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Ce que ça a créé, c'est principalement une hausse des prix du pétrole. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Et ça a amené donc de l'inflation. Ça a amené une idée comme quoi les politiques monétaires pourraient potentiellement être plus restrictives avec des taux d'intérêt plus élevés. Et donc, c'est quelque chose qui, initialement, a pesé sur le marché et donc c'est ça qui a créé la petite correction qu'on a vue juste ici. Donc globalement, en début d'année, on était à peu près là, mais comme je dis, donc sur un horizon moyen-long terme, j'étais encore haussier. Même si je m'attendais à une petite correction, globalement, j'étais encore haussier sur les marchés parce que, comme je dis, le taux de chômage est encore en dessous de 5 Donc même si on a eu un léger ralentissement, ça reste très très bien au niveau des données de l'emploi si on regarde ça d'un horizon un petit peu plus général. Au niveau de l'inflation, en début d'année, c'était pas non plus un problème. On voit qu'on était aux alentours de 2,4 ce qui est vraiment proche en fait de l'objectif de la Fed qui est aux alentours de 2 annuel. Donc ça, c'était très correct également. Et si on regarde les ISM Manufacturing PMI et les ISM Services PMI, donc ça, c'est des données avancées qu'on appelle dans l'économie qui vont nous montrer souvent d'avance un peu la santé de l'économie dans son ensemble. Et la façon qu'il faut lire la donnée, c'est que si on est au-dessus de 50 et en grandissant, on est normalement dans une situation de croissance et ça va également de même pour le secteur manufacturier. Donc, si on regarde au niveau des services, on voit qu'en début d'année, on était donc aux alentours des 50 à 53, 54 et on était globalement en croissance depuis plusieurs mois. Donc, au niveau des services, on était assez haussier et au niveau du secteur manufacturier, on était plutôt stable. Comme on peut voir ici, on a vu quand même un bon jump là, juste avant de tomber en début 2026 et on était repassé donc au niveau des 50. Donc, si on regarde d'un point de vue
purement objectif, les données économiques, eh bien, en début d'année, j'étais plutôt haussier de façon générale sur les marchés avec peut-être l'idée d'avoir une petite correction. Finalement, on voit que cette idée-là a quand même plutôt bien play out. Donc, on a effectivement eu une correction sur les indices. Bon, ça n'a pas été causé par la raison que je pensais initialement, mais au moment de cette vidéo-là, le conflit n'avait même pas commencé. Fait évidemment, ce n'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait concevoir. Et par la suite, donc, on voit qu'on a très bien remonté. Donc, on a fait un point bas aux alentours de fin mars, début avril, et depuis, on ne fait que monter sur les indices. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu, comme j'ai dit, le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran. C'est ce qui a fait notamment amener le pétrole à monter vraiment beaucoup. Okay? Donc, comme on peut voir, le pétrole, juste avant le conflit, on transigeait aux alentours de 60 $ plus ou moins et on est passé là, à une moyenne plus aux alentours des 100 $. Fait qu'on a presque doublé sur les prix du pétrole, ce qui est tout simplement gigantesque. Donc, le conflit entre les États-Unis et l'Iran a amené la fermeture du détroit d'Ormuz, qui est tout simplement un point extrêmement important où il y a quand même une bonne partie du pétrole mondial qui va traverser ce détroit. Et donc, ça fait que si le détroit est fermé, eh bien, on a beaucoup de bateaux qui sont bloqués et qui ne peuvent pas traverser. Et donc, soudainement, eh bien, ça crée un énorme déficit au niveau de la quantité de pétrole disponible dans l'économie. Et donc, à cause de ça, eh bien, on a vu le pétrole monter. C'est comme j'ai dit notamment ce qui a amené la correction sur les indices boursiers parce que le pétrole qui monte beaucoup, eh bien, inévitablement, ça va amener de l'inflation. Ça, on va y revenir un petit peu plus en détail aussi tantôt. Et donc, plus d'inflation amène une politique monétaire plus restrictive. Ça amène des perspectives de hausse de taux d'intérêt, ce qui, le fait de monter les taux d'intérêt vient à ralentir l'économie parce que le plus que les taux d'intérêt sont élevés, le plus que c'est difficile d'avoir des prêts, le plus que ça coûte cher de contracter, par exemple, une hypothèque ou pour les business d'avoir des prêts pour opérer et ainsi de suite. Donc, bref, tout ça pour dire que on a eu justement cette correction-là et par la suite, on voit qu'on a réussi à remonter et l'élément en fait déclencheur de ça a été juste ici. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est tout simplement qu'on avait Trump qui a émis un cessez-le-feu avec l'Iran, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de s'envoyer des missiles. En bref, si on résume le tout simplement, c'est à peu près ça. Donc, ils se sont dit, OK, on arrête d'envoyer des missiles, on va essayer de négocier, on va essayer de trouver un accord et on verra comment on évolue à partir de là. Mais donc, depuis qu'on a eu le cessez-le-feu, eh bien, on voit que le marché est devenu beaucoup plus optimiste par rapport au conflit. Donc, le marché est vraiment convaincu pour l'instant que le conflit va éventuellement arrêter, qu'il va y avoir un accord et qu'on va éventuellement donc passer à autre chose. Et donc, c'est notamment ça qui a fait amener les marchés à monter. Il y a eu un autre élément très important aussi qu'on reviendra là-dessus tantôt, mais d'un point de vue donc géopolitique, eh bien, ça ressemble plutôt à ça de où est-ce qu'on était avant et comment ça a évolué depuis ce point-là. Maintenant, pour peut-être revenir sur quelques aspects que j'ai mentionnés dans mon raisonnement qui sont assez importants de comprendre. Donc ici, si on regarde le graphique que j'ai préparé, en blanc, on a les prix du pétrole et en orange et en rose, j'ai l'inflation. Okay? Donc le CPI aux États-Unis, que ce soit la mesure year over year ou le core CPI year over year aussi. Okay? Donc, en bref, ce qu'on regarde, c'est le pétrole et l'inflation donc qui est par-dessus. Ce qu'on peut observer juste ici, donc, c'est que, bien, évidemment, les courbes sont assez similaires, ce qui est tout à fait logique. Le pétrole, il faut comprendre que c'est la matière première la plus importante parce que c'est l'énergie. Donc, avec l'énergie, eh bien, c'est comme ça qu'on va produire les autres matières premières. C'est comme ça qu'on va produire la grande majorité des biens, évidemment, dans l'économie. Et donc, si le pétrole, par exemple, vient à augmenter, eh bien, naturellement, tout va finir par augmenter aussi parce que ça va coûter plus cher de produire n'importe quoi d'autre et donc ça va amener tout simplement de l'inflation. Et donc, le pétrole, c'est l'un des marchés les plus importants à suivre pour se faire une thèse sur les marchés de façon générale et évidemment encore plus récemment avec le conflit qu'on a eu. Et donc, comme je dis, eh bien, la fermeture du détroit d'Ormuz a amené le pétrole à monter extrêmement rapidement juste ici. Et on voit que l'inflation commence à rattraper un peu le mouvement qu'on a eu sur le pétrole. Évidemment, c'est important de comprendre que le pétrole va toujours bouger avant les données de l'inflation. Okay? Donc, c'est le pétrole qui impacte les données de l'inflation et non l'inverse. Okay? Donc, si on regarde attentivement les autres cycles, par exemple, que ce soit les cycles de baisse ou les cycles de hausse, eh bien, on voit que c'est toujours le pétrole qui bouge en premier et après ça, l'inflation suit. Okay? Donc, c'est toujours le même principe et c'est tout à fait logique quand on y pense. Okay? Donc là, comme je dis, on a vu le pétrole augmenter et on voit graduellement les données de l'inflation suivre. Donc si on retourne sur les données de l'inflation juste ici, eh bien, comme on peut voir, on a énormément monté dans les 2 derniers mois, ce qui est tout à fait logique à cause des prix du pétrole. Et donc, ça l'amène à un problème parce que si, par exemple, le pétrole viendrait à rester élevé encore plus longtemps, eh bien, le plus longtemps que ça dure, le plus que l'inflation va justement monter pour, entre guillemets, rattraper qu'est-ce qu'on a eu avec les prix du pétrole. Et donc, si l'inflation
l'inflation augmente et qu'on s'éloigne de l'objectif de la Fed, parce que je rappelle que la Fed a un objectif, comme j'ai dit tantôt, de maintenir une inflation aux alentours de 2 annuel. Donc, si on est rendu soudainement à 3, 3,5, 4 et plus au niveau de l'inflation, eh bien, la Fed n'aura pas le choix de laisser les taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps ou potentiellement même de les monter. Si, par exemple, l'inflation viendrait à vraiment beaucoup augmenter, supposons que le conflit dure ou même escalade, le pétrole continue à monter, l'inflation continue à monter également, eh bien, la Banque centrale n'aura pas le choix de monter ses taux d'intérêt. Et comme j'expliquais tantôt, eh bien, le plus que les taux d'intérêt sont élevés, le plus que ça met une pression sur l'économie. Et donc, c'est le risque en ce moment qui dure encore sur les marchés. Tant que le conflit perdure, eh bien, le pétrole va globalement rester plutôt élevé et c'est quelque chose qui met une pression au niveau de l'inflation. Okay? Donc ça, c'est exactement ce qu'on peut voir avec le graphique juste ici et c'est une dynamique qui va être extrêmement importante à garder en tête pour les scénarios qu'on va faire par la suite. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la hausse du pétrole a amené, comme on a vu, une hausse au niveau de l'inflation et ça a amené des perspectives différentes au niveau des taux d'intérêt. Donc, on a vraiment eu un changement de narratif par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en début d'année, on voit qu'on s'attendait à des baisses de taux d'intérêt. Ici, les graphiques que j'ai sortis, c'est ce qu'on appelle les yields. Donc, les yields, c'est tout simplement le rendement des obligations. Okay? Donc, une obligation, c'est une dette qui est émise par un gouvernement ou par une entreprise. Donc, ici, eh bien, on parle du gouvernement aux États-Unis. Et essentiellement, bien, on peut acheter cette dette, on peut acheter l'obligation et on a un rendement garanti par rapport à ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le graphique qu'on a juste ici, c'est ce qu'on appelle donc les yields. Les yields, c'est tout simplement le rendement de ces dites obligations. Okay? Donc là, j'ai sorti le 2 ans, le 10 ans et le 30 ans. Donc ça, c'est la durée des obligations. Donc si par exemple, on a un yield à, par exemple, 3 sur l'obligation, donc 2 ans, eh bien, ça veut dire que pendant 2 ans, on va se faire payer un rendement de 3 annuel et ça, c'est garanti. Okay? Bref, l'idée de la vidéo, c'est pas de faire un cours sur les obligations, ça serait pour une autre vidéo. Mais bref, tout ça pour dire que ce qui est important ici de comprendre, c'est que quand on regarde le graphique des yields, on voit donc qu'en début 2026, on s'attendait globalement à des baisses de taux d'intérêt parce que les yields vont suivre les taux d'intérêt de manière générale. Donc, on voit que le marché anticipait des baisses de taux. Mais depuis le début du conflit, eh bien, on a les yields qui ont monté tout simplement parce que, bien, encore une fois, on a eu de l'inflation et des perspectives de taux d'intérêt beaucoup plus élevées. Donc, on a eu une première jambe de hausse juste ici. Par la suite, on s'est stabilisé et on voit que tout récemment, les yields ont commencé à remonter encore une fois. Tout simplement parce que, et ça, c'est un point qui est super important à comprendre, pour avoir de l'inflation et pour avoir une politique monétaire plus restrictive, on n'a pas forcément besoin de voir le pétrole qui continue de monter sans cesse. Okay? Parce que comme on l'a vu, le pétrole s'est stabilisé aux alentours des 100 $ plus ou moins et c'est déjà quand même assez élevé. Et quand on est au-dessus de 100 $, c'est quelque chose qui, globalement, amène de l'inflation. Donc, même si on n'a pas une continuité à la hausse sur le pétrole, mais qu'on fait juste se stabiliser alentour de ces prix-là, eh bien, en soi, c'est quelque chose qui est problématique. C'est quelque chose qui peut amener de l'inflation. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ça fait déjà donc plus que 2 mois que le conflit a commencé. Ça fait plus que 2 mois que le pétrole transige dans ces niveaux-là. Et donc, c'est pour ça que les yields ont commencé à remonter dans les dernières semaines parce que, ben, on voit que le conflit dure, il n'y a pas vraiment de débouché clair, il n'y a pas vraiment d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Et donc, le plus longtemps que ça dure, le plus que ça peut mettre une pression sur l'inflation. Et donc, les yields ont remonté récemment pour justement démontrer un peu cette potentielle pression qu'on pourrait avoir si le pétrole continue de rester élevé. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup parlé aussi, mais c'est quelque chose évidemment qui se reflète sur le dollar américain. Donc, on peut voir ici en blanc le pétrole qui, comme j'ai dit, donc, est plutôt stable aux alentours des 100 $, mais quand même assez problématique. Et on voit que le dollar américain, depuis le début du conflit, a suivi à peu près la même tendance, c'est-à-dire qu'on a bien monté au début et depuis, on s'est stabilisé. Et donc, tout ça pour dire que depuis le début du conflit, tout tourne vraiment alentour du pétrole. C'est l'actif le plus important à suivre parce que si, par exemple, on a une escalade ou un deal, eh bien, dans les deux cas, ça va amener une énorme fluctuation au niveau des prix du pétrole. Ça va donc impacter l'inflation, les politiques monétaires et par le fait même tous les autres marchés, que ce soit le dollar américain, que ce soit les indices boursiers, que ce soit les matières premières. Donc, tout découle vraiment du pétrole. On est vraiment dans un marché de corrélation en ce moment et c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment une vision d'ensemble sur les marchés parce que si on n'a pas tout ce contexte-là, eh bien, c'est impossible de se faire une idée seulement sur un actif s'il manque la compréhension des autres qui sont à côté. Sinon, pour revenir sur un point que j'ai rapidement parlé tantôt, mais que je voulais développer un petit peu plus, donc si on regarde les indices boursiers, on voit qu'on a vraiment, en fait, reviré toute la correction qu'on a vue avec le conflit au moment où Trump
Trump a commencé à parler d'un cessez-le-feu. Évidemment, si on a un cessez-le-feu, eh bien, ça nous donne une perspective peut-être un petit peu plus positive sur le conflit actuel. Donc, si éventuellement ils sont capables de trouver un accord et que le détroit d'Ormuz vient à réouvrir, eh bien, évidemment, les prix du pétrole commenceraient à baisser. Ça viendrait à réduire la pression sur l'inflation. Ça viendrait également à diminuer un peu les attentes au niveau des hausses de taux d'intérêt et c'est quelque chose qui serait positif de manière générale pour les marchés. Okay? Donc ça, c'est, si on veut, le premier raisonnement qu'on peut avoir de pourquoi le marché a monté. Mais l'autre aspect qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'on a eu ici ce qu'on appelle un short squeeze. Okay? Un short squeeze, pour faire simple, c'est que quand on a eu la correction juste ici avec le conflit, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui étaient short sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui pariaient à la baisse parce que le monde s'attendait à ce qu'on aille une plus grosse correction parce que c'était quand même un conflit assez important. Si on a une énorme baisse au niveau de l'offre du pétrole et qu'on voit une grosse inflation suite à ça, ben, c'est quand même quelque chose qui est assez problématique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que les marchés continuent à baisser. Moi-même, honnêtement, je m'attendais à ce qu'on aille peut-être un petit peu plus bas au niveau de cette correction. Je ne m'attendais pas à un crash ou quoi que ce soit parce que comme on l'a vu tantôt, eh bien, d'un point de vue moyen-long terme, au niveau des données économiques, j'étais encore haussier, donc j'avais rien qui me justifiait un énorme crash soudain ou quoi que ce soit, mais je me serais peut-être attendu à une plus grosse correction. Et donc, il y a beaucoup de gens qui étaient positionnés dans cette direction-là pour potentiellement jouer l'idée d'avoir une plus grosse correction. Et quand que le marché commence à monter et surtout quand on brise ici les derniers points hauts historiques, eh bien, on a ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire que toutes les personnes qui pariaient à la baisse sont, entre guillemets, forcées de sortir du marché parce que, eh bien, le plus que le marché monte, si on est short, eh bien, le plus que la perte peut s'empirer. Et on a déjà vu des fonds d'investissement, on a déjà vu des banques blow là-dessus et c'est évidemment pas quelque chose qui est soutenable sur du long terme de short les indices boursiers parce que c'est des marchés qui ne font que monter sur une très longue période de temps. Donc, tout ça pour dire qu'on a eu un short squeeze et ce qui a également aidé la hausse qu'on a vue juste ici au niveau des indices, c'est vraiment tout le hype qu'on a par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu en 2025 et c'est quelque chose qui vient de revenir sur la table dans, je dirais, le dernier mois ou deux. C'est-à-dire qu'on a énormément de personnes qui disent et qui pensent que l'intelligence artificielle va changer l'économie au complet, ça va changer le monde. Et donc, on voit notamment les compagnies dans le secteur technologique surperformer basées sur cette idée-là. Donc, ici, j'ai le S&P qui a déjà fait une hausse assez incroyable. Mais si on regarde, par exemple, le Nasdaq, qui est l'indice des 100 plus grandes entreprises, mais vraiment dans le secteur technologique, on voit que c'est encore plus haussier. Si on mesure, là, pour vous donner une idée, là, ce mouvement-là, on parle quand même d'une hausse là, de plus que 30 en à peine un mois et demi, 2 mois, ce qui est gigantesque. Okay? Pour un indice boursier, c'est vraiment très fort comme mouvement. Et on a donc justement la hype au niveau de l'intelligence artificielle qui vient booster le marché. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que même si en ce moment les valorisations des entreprises sont beaucoup plus élevées à cause de ce rallye-là qu'on a eu, eh bien les gens sont quand même prêts à payer très cher les actions qu'ils vont acheter parce qu'ils ont des perspectives de croissance absolument incroyables dans leur tête et ils pensent que ça va tellement être révolutionnel que même si en ce moment les valorisations sont très élevées, eh bien c'est pas grave et ils vont quand même rentrer dans leur argent. Donc c'est un peu le narratif, si on veut, qui domine également en ce moment les marchés, en plus d'un potentiel deal qu'on pourrait avoir au niveau du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Donc bref, ça c'était vraiment les points les plus importants au niveau de la situation fondamentale actuelle. Donc je dirais que globalement, je suis encore haussier sur les marchés. Les données économiques sont plutôt bonnes. Au niveau du conflit, on a encore les négociations qui sont en cours pour l'instant, mais on semble se diriger de plus en plus vers un deal. Donc évidemment, si on a vraiment un accord et qu'on a une réouverture du détroit d'Ormuz, eh bien c'est quelque chose qui serait très positif pour les marchés. Et on a encore l'enthousiasme au niveau du AI qui perdure. Donc tout ça fait en sorte que les marchés sont encore plutôt haussiers. Maintenant, je vois deux risques qui vont vraiment être importants à surveiller. Premièrement, c'est évidemment si le conflit dure et que finalement il n'y a pas d'accord et que le détroit d'Ormuz reste fermé. Le plus longtemps que le pétrole dure, le plus que ça devient problématique. Pour l'instant, c'est un problème sans non plus en être un gigantesque, dans le sens que oui, on a vu une hausse de l'inflation, mais on n'est pas à des niveaux qui sont historiquement extrêmement élevés ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même un problème, mais sans non plus en être un, on va dire, gigantesque. Et c'est pour ça que les marchés, pour l'instant, ne sont pas, on va dire, si inquiets de ça. Mais si le pétrole reste élevé pendant, par exemple, encore quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, ça commencera à devenir problématique. Donc ça, c'est le premier point qui va vraiment être à surveiller. Et le deuxième élément, c'est, comme je dis, oui, au niveau de l'intelligence artificielle, OK, le hype est vraiment présent et il y a quand même une certaine logique derrière ça parce qu'on voit que les chiffres suivent quand même un minimum au niveau des entreprises où ce qu'ils font de plus en plus d'argent, surtout
Les plus gros noms, par exemple, Nvidia, Google, et ainsi de suite, c'est des entreprises qui investissent massivement dans le AI et les chiffres supportent quand même que pour l'instant, ça semble être plutôt un bon move à faire. Maintenant, le problème de ça, donc, c'est que la hype est tellement grande que ça pourrait potentiellement amener ce qu'on appelle un blow off top, c'est-à-dire vraiment une exagération à la hausse. Et si on a vraiment, par exemple, le marché qui fait juste monter, 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 eh bien, tôt ou tard, on va avoir une prise de profit parce que le marché ne peut pas monter à l'infini. Et quand on commence à avoir des mouvements qui sont vraiment intenses, comme un peu on est en train de voir en ce moment, comme on l'a vu tantôt, le Nasdaq à 30-35% en un mois et demi, 2 mois, c'est vraiment déjà exagéré. Donc, si par exemple, ça venait à continuer de monter aussi rapidement, eh bien, on pourrait voir un marché qui devient un peu irrationnel, un marché qui est un petit peu plus même émotionnel, je dirais. Et ce type de marché-là, malheureusement, ça finit jamais bien. Okay? À chaque fois qu'on a des mouvements qui sont exagérés, eh bien, éventuellement, pour X raisons, on a une prise de profit et le marché revient à une moyenne et à un niveau, disons, un petit peu plus soutenable sur du long terme. Donc, pour l'instant, si on regarde techniquement parlant, je dirais, on n'est pas encore à un niveau, si on veut, de totale exagération, mais on est quand même un peu stretch. Okay? Donc, si on regarde par exemple le Nasdaq, on voit que depuis 2025, on avait eu une très belle hausse suite au tarif de Trump. Par la suite, on a eu cette correction-là et là, on est reparti dans une autre hausse. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir la trendline juste ici. Je suis venu la cloner ici et j'ai également FIB l'entièreté de ce mouvement-là. Puis, on peut voir donc qu'on a la première extension FIB avec la clone trendline juste ici. Donc, ça, c'est déjà quand même un premier gros niveau que je vais surveiller. On voit également au niveau du RSI qu'on est déjà en overbought. Maintenant, je dirais que c'est quand même pas si pire que ça, encore une fois, mais on est quand même déjà assez élevé. Maintenant, si par exemple, on voit les indices continuer à monter, supposons qu'on se rend vers ce niveau-là ici ou peut-être même plus, le plus en fait que ça stretch, le plus que je vais m'attendre à une prise de profit violente et qu'on pourrait revenir vers, par exemple, les moyennes mobiles ici relativement rapidement. Okay? Donc ça, c'est un vrai risque qui existe. Souvent, quand les marchés deviennent extrêmement haussiers, il y a beaucoup de gens qui un peu se ferment les yeux puis qui ne voient pas autre chose que juste le marché qui monte. Et c'est justement dans ce type de scénario-là qu'on voit que le marché est peut-être trop confiant pour une hausse et que naturellement, donc c'est le genre de situation qui peut amener une correction. Maintenant, point important ici à comprendre, comme je le dis depuis tantôt, je m'attendrais peut-être à une correction, mais pas à un retournement complet. Je ne m'attends pas à un crash ou quoi que ce soit. Sur du moyen long terme, je suis haussier sur les marchés. Et donc, ça fait en sorte que si on est pour corriger, eh bien, je m'attendrai à un mouvement peut-être de 5, 10, 15% maximum, mais du moins pour l'instant, pas plus parce que je n'ai pas de raison de penser qu'on s'en va vers un cycle baissier ou qu'on s'en va vers un énorme crash ou quoi que ce soit parce que les données économiques et la situation fondamentale ne suggèrent pas ça pour l'instant. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment une vraie vision macroéconomique avant de regarder les graphiques parce que sinon, eh bien, on pourrait faire des scénarios qui ne font juste aucun sens, tout simplement. Bon, bref, niveau technique, c'est pas mal ça qui est à surveiller sur les indices boursiers. On est quand même sur un gros niveau sur le Nasdaq. Le S&P, on voit qu'on n'a pas complètement atteint ce niveau-là, mais on n'est pas si loin. Si on regarde maintenant le pétrole, on voit qu'on a eu une très belle montée donc au début du conflit, mais pour l'instant, on s'est vraiment stabilisé dans ce range. Enfin, je dirais, tant qu'on est dans le range juste ici, ce ne sera pas, on va dire, des variations qui vont être si importantes que ça. Maintenant, si on revient vers les points bas du range ou même en dessous ou à l'inverse, si on revient vers les extrémités plus élevées du range, c'est là qu'on va commencer à avoir des mouvements de capitaux un petit peu plus élevés au travers des marchés. Donc, si on revient vers les hauts du range, eh bien, on s'attendrait à plus d'inflation, on verrait les yields monter, le USD monter et ça pourrait amener les indices à corriger et le gold également à corriger. J'en ai pas beaucoup parlé pour l'instant du gold, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup tradé dans les derniers mois et ça a quand même plutôt bien fonctionné. Donc, bref, le pétrole, c'est vraiment les extrémités du range qui sont importantes à surveiller. Si on va voir, par exemple, le gold, pour l'instant, j'ai des positions sur le gold que j'ai pu exécuter la semaine dernière vers les niveaux juste ici. Donc, le gold, c'est pas mal l'instrument que je trade le plus, disons, activement. Même si on a fait quand même une grosse correction depuis le début du conflit, j'ai quand même réussi à bien trader le gold. J'avais notamment partagé là, des positions d'achat que j'avais eues ici et ici dans ma dernière vidéo d'analyse. Tout ça avait été fermé là, vers, si je ne me trompe pas, là, ces niveaux ici. Et par la suite, j'avais commencé à réaccumuler dans ces niveaux-là. J'en avais acheté un petit peu ici et j'ai racheté un petit peu vers ici tout récemment. Donc, overall, ça a quand même été bien là, niveau trading actif, même si ça a été un petit peu plus compliqué depuis un mois ou deux parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des marchés. Le gold, d'ailleurs, avait beaucoup baissé à cause qu'on avait eu une sortie de liquidité des métaux pour revenir en cash. Souvent, c'est ce qui arrive quand on a des perspectives de hausse de taux d'intérêt. Le gold est inversement corrélé au mouvement que je vous ai montré au niveau des yields parce que le gold, en soi, ne produit rien. Donc, quand on a les taux d'intérêt qui augmentent et le rendement au niveau des obligations qui devient plus intéressant, eh bien, souvent, les gros investisseurs vont privilégier ce type d'investissement et non gold qui, en soi, ne produit rien. Donc, c'est quelque
chose qui avait mis une pression à la baisse sur le gold. Sinon, si on regarde au niveau, par exemple, du dollar américain, on voit que pour l'instant, on est dans un range juste ici, mais encore une fois, si on a des perspectives intéressantes au niveau, mettons, du conflit, on pourrait voir le USD baisser parce que les yields viendraient à baisser, on aurait moins d'attentes au niveau de l'inflation. Puis à l'inverse, si le conflit perdure, eh bien le USD pourrait continuer à monter. Donc vous voyez, tous les marchés en ce moment sont intercorrélés et c'est vraiment, je dirais, le point le plus important à comprendre parce que quelqu'un qui fait juste regarder un seul marché, il va y manquer des éléments. Il va manquer tout le raisonnement de OK, on a un conflit, l'actif principal de ça, c'est le pétrole et tout découle après ça du pétrole. Et donc, d'être capable de faire des liens intermarchés, c'est le point, je dirais, le plus important pour vraiment avoir une vision détaillée. Et c'est ça qui me permet également de faire mon trading au day-to-day parce que quand que je vais trader, par exemple, le gold, si mettons je m'attends à un rebond, supposons qu'on arrive sur un gros niveau, que je m'attends à un breakout, bien, il faut qu'en même temps, sur les autres classes d'actifs qui sont corrélées, il faut que je vois un peu la même chose. Et c'est là que le technique devient extrêmement puissant parce que l'analyse technique en elle-même, si on la fait juste sur un seul actif, mais que les autres actifs corrélés n'ont pas de niveau important, bien, l'actif en lui-même qu'on veut trader devient déjà moins intéressant si les autres actifs n'ont pas de niveau ce que ça pourrait réagir. Mais si on a des niveaux techniques importants sur tous les actifs et qu'on a vraiment cette corrélation intermarché, eh bien, c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est l'un des points que j'utilise le plus là, dans mon trading. Mais bref, donc c'est à peu près là qu'on en est pour l'instant au niveau du fondamental et au niveau du technique. Maintenant que tout ça est dit, eh bien, je vais vous présenter, disons de façon un petit peu plus claire, les différents scénarios de comment je m'attends que tout ça évolue et qu'est-ce que je vais regarder pour la suite des choses. Et juste avant, guys, de vous présenter ces différents scénarios-là, je vais juste préciser que, évidemment, ce que je vais dire à l'instant, ce n'est pas des conseils financiers ou quoi que ce soit. Je vais juste vous présenter mon analyse et comment j'interprète la situation et comment tout ça pourrait évoluer. Donc, c'est purement à but éducatif. Et le but des scénarios que je vais vous présenter aussi, c'est pas dans l'optique de, à proprement dit, prévoir les marchés. OK, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas comment les marchés vont évoluer et au day-to-day, dans mon trading, je vais toujours m'adapter aux conditions et peu importe comment les marchés vont évoluer, eh bien, je vais trouver une façon d'optimiser les probabilités sur des setups et réussir à tirer mon épingle du jeu. C'est pour ça, comme je disais tantôt, que par exemple, j'ai beaucoup tradé le gold depuis les derniers mois et même si globalement le gold a été dans une correction, eh bien, j'ai quand même eu pour l'instant une très très belle année sur les marchés et en fait, j'ai eu aucun mois négatif cette année, j'ai eu que des mois positifs. Ça a été extrêmement constant. Et donc, mon point avec ça, c'est juste de comprendre que les scénarios qu'on va se faire, et c'est exactement l'exercice que vous pouvez faire, guys, de votre côté, c'est toujours à but de réfléchir, OK? Dans le sens qu'en tant que trader, il faut toujours réfléchir à, OK, comment ça pourrait évoluer, s'il y a telle chose qui se passe, comment ça va impacter les marchés, puis ainsi de suite. Fait que c'est vraiment à but de réflexion et par la suite, on va exécuter sur comment tout ça pourrait évoluer. Mais le but des scénarios, c'est pas de dire, OK, je pense que telle chose va arriver, donc je vais faire telle affaire avant d'avoir quelconque confirmation, OK? Donc, je vais juste préciser ce point-là parce que c'est quand même un aspect là, qui est assez important. Alors, le premier scénario qui, selon moi, est le plus probable, ce serait qu'on ait un accord entre les États-Unis et l'Iran. On voit que pour l'instant, ça semble évoluer de plus en plus dans cette direction et c'est important de comprendre aussi que Trump a tout intérêt à avoir un deal, c'est-à-dire que Trump a toujours mis sa valeur en tant que président sur les indices boursiers qui sont à la hausse et le fait que les prix du pétrole soient très faibles. Et pour l'instant, ça a été un peu le contraire à cause justement du conflit qui a émergé. Et donc, ça fait que, à mon avis, Trump a tout intérêt à avoir un deal et pour l'instant, ça semble se diriger dans ce côté-là. Donc, si on a effectivement un accord au niveau du conflit, eh bien, on aurait évidemment les prix du pétrole qui viendraient à rebaisser. Donc, à mon avis, on pourrait revenir au minimum dans les bas du range qu'on avait ici là, au niveau des 80 $. Et si on a vraiment un très bon deal et qu'on a vraiment une réouverture, par exemple, du détroit d'Ormuz, on pourrait même revenir dans les 70. Okay? Donc, si on a une baisse ici au niveau des prix du pétrole, on aurait les yields qui rebaisseraient, on aurait le USD qui viendrait à rebaisser aussi et on aurait toutes les autres classes d'actifs qui viendraient à monter. Donc, on aurait les indices boursiers qui, normalement, devraient être capables de continuer à monter et on aurait également les métaux et notamment gold qui viendraient à remonter aussi. On pourrait, sans trop de difficulté, dans un scénario comme ça, revenir, par exemple, vers le niveau des 5000 sur gold. Okay? Donc, ça, c'est le premier scénario. Comme je dis, c'est le scénario qui me semble le plus probable parce que quand on y pense, eh bien, ça serait la façon logique d'évoluer à partir d'ici pour Trump. Et si on a ça, donc, le risque, par contre, que je vois, c'est qu'on aurait, un peu comme je dirais tantôt, un mouvement peut-être un peu exagéré. Parce que là, on aurait tellement de nouvelles positives, on aurait peut-être un blow-off top puisque le marché commencerait à vraiment monter extrêmement rapidement. Mais malheureusement, ce ne serait pas quelque chose qui serait soutenable et tôt ou tard, on finirait par avoir une prise de profit et une correction. Mais au début, la réaction serait probablement haussière et par la suite, on aurait le début d'une plus grosse correction. Donc, graphiquement parlant, ça pourrait peut-être ressembler à quelque chose qui ressemble à ça et n'importe où quelque
quelque part, disons, là-dedans, on aurait une prise de profit et potentiellement une plus grosse correction par la suite. Ce serait un mouvement qui probablement surprendrait beaucoup de gens parce que souvent, c'est quand le marché est le plus haussier, quand les gens sont le plus convaincus d'une direction, qu'on a justement une prise de profit, que tout le monde est surpris et que le sentiment du marché vient à se revirer. Donc ça serait le premier scénario. Ensuite de ça, le deuxième scénario serait à peu près l'inverse, c'est-à-dire que si par exemple, on n'a finalement aucun accord et qu'on a des négociations qui n'arrivent pas vraiment à trouver une fin ou alors même encore pire une escalade, eh bien là, on verrait les prix du pétrole rester plutôt élevés dans le range ou peut-être même remonter vers leur extrémité juste ici. Dans ce cas-là, on aurait des perspectives d'inflation encore plus élevées et c'est quelque chose qui pourrait amener les indices boursiers à corriger sans forcément avoir un mouvement de hausse au préalable. Okay? Donc si par exemple on reste dans ces niveaux-là et qu'on a des nouvelles vraiment plus négatives au niveau du conflit, je ne serais pas surpris de voir une correction à partir d'ici. C'est quelque chose qui viendrait mettre également une pression sur les autres actifs. Donc, ce serait dans un scénario comme ça où je m'attendrais, par exemple, de voir gold baisser encore plus et développer dans un plus gros range. J'estime ce scénario-là moins probable que le premier, mais c'est quand même une possibilité qui existe. Et encore une fois, il faut avoir plusieurs scénarios en tout temps dans sa tête pour justement ne jamais être surpris du marché. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité que je vois à ce niveau. Et évidemment, dans ces deux scénarios-là que je viens de vous présenter, il va falloir suivre toute la hype au niveau du AI. C'est, comme je dis, quelque chose qui a vraiment beaucoup drivé le marché, mais ce n'est pas quelque chose qui est soutenable. Okay? Le Nasdaq a fait 30 % en un mois et demi. Ça ne va pas monter de même à l'infini sans avoir quelconque forme de correction. Donc, le fait d'avoir une petite prise de profit puis une correction, c'est quelque chose qui est très sain, qui est très normal pour le marché. Et je dirais même jusqu'à dire que c'est quelque chose qui est mieux versus un marché qui devient irrationnel et par la suite qu'on ait une énorme prise de profit. Donc, c'est également un point qui va être super important à surveiller pour les semaines à venir. Bref, ça fait pas mal le tour, guys, de tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, globalement, c'est là qu'on en est sur les marchés, c'est là qu'on en est au niveau du fondamental. On est dans des conditions de marché assez compliquées, honnêtement, depuis le début du conflit. Ça n'a pas été des mois faciles à trader. Comme j'ai dit, de mon côté, j'ai réussi quand même à bien m'en sortir. Évidemment, avec toute l'expérience que j'ai, ça a été peut-être un petit peu plus simple pour moi de naviguer au travers de ça. Mais je dirais que pour la moyenne des traders, surtout par exemple ceux qui ont peut-être un peu moins d'expérience, ça a été des conditions un petit peu plus difficiles à trader. La meilleure chose à faire dans ce type de situation-là, c'est de toujours attendre à avoir un narratif qui est clair. Parce que si, par exemple, on a d'un côté les marchés qui sont haussiers avec le AI, mais qu'on a des nouvelles négatives au niveau du conflit, ben, c'est difficile de savoir lequel des deux côtés le marché va prendre par rapport à ces deux nouvelles-là. Mais si par exemple, on a des conditions de marché qui sont bonnes, le AI qui drive le marché à la hausse et également des nouvelles positives au niveau du conflit, donc si on a tout qui tire dans la même direction, ben, c'est là qu'on a peut-être un petit peu plus de probabilité. Et c'est pour ça, comme je dis, que personnellement, j'ai beaucoup tradé gold, mais depuis qu'on a fait justement cette plus grosse correction-là, je l'ai vraiment tradé petit par petit. Okay? C'est-à-dire que par exemple, la position que j'avais pris ici et ici, je les avais fermés dans ces niveaux-là. Par la suite, j'avais repris un autre trade ici que j'avais fermé à break-even. J'avais pris le rebond ici que j'avais tradé jusqu'à là. Et tout récemment, donc j'ai retradé ici à la hausse ce mouvement-là. J'ai fait quelques autres trades au travers de ça également qui ont été plus ou moins break-even pour les autres. Mais comme vous voyez, donc je n'ai pas fait des énormes swings pour l'instant ou quoi que ce soit parce que vu qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché, je vais vraiment morceau par morceau. Donc ça, c'est également quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement. Mais bref, c'est à peu près là, guys, qu'on en est. Sinon, pour terminer, j'avais envie également de vous montrer quelques résultats qu'on a pu avoir dans notre groupe de trading. Donc, comme j'ai dit, guys, au début de la vidéo, on a un programme de coaching où on a déjà accompagné presque 1000 personnes dans leur apprentissage au niveau du trading. Et malgré, comme j'ai dit, donc des conditions assez difficiles sur les marchés, eh bien, on a réussi quand même à avoir des très, très belles performances au niveau des étudiants du programme. Donc, par exemple, ici, on a Heaven qui a fait presque 30 000 $ en seulement un mois. Donc, Heaven, c'est l'un des traders les plus performants dans la communauté. Il y a d'ailleurs une entrevue complète avec lui qui va sortir dans les prochains mois sur la chaîne. Donc, vous allez voir, ça va être incroyable. Heaven est fondé plus que 1 million avec des prop firms et il génère quand même, comme on peut voir, beaucoup d'argent parce qu'il l'a lui-même dit petit mois à 30 000 $ de profit. Donc, Evan, très, très belle performance. Super beau trade ici de Alex. Et sinon, si on remonte, évidemment, il y en a plein d'autres. Donc, Ben, la semaine dernière, très beau trade sur USD Yen. Matt qui a fait un super beau trade sur
le USD, donc ça, on en avait parlé tantôt, là, la hausse qu'on avait là, justement du dollar. Caro ici qui a fait un super beau payout, donc 5 000 de profit. Mamadou, très beau trade également. Elliott, super beau trade aussi. Nico ici qui s'est fait fonder là, son deuxième compte avec FTMO. Sinon, JS ici qui a commencé à trader son propre capital, qui a fait un super beau trade également ici. Matt, même chose, très beau trade. Bref, on peut continuer comme ça, guys, à l'infini. Comme vous voyez, on a quand même beaucoup. Un autre étudiant maintenant qui est rendu fondé, donc félicitations Jérémy pour ça. Bref, comme vous voyez, c'est juste incroyable. Puis ça montre qu'avec un bon système, eh bien, on est capable de performer malgré des conditions plus difficiles. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vu dans les 2 derniers mois sur les réseaux, du monde qui disent que les conditions en ce moment sont trop difficiles, on ne peut pas vraiment faire de l'argent ou quoi que ce soit. Et c'est complètement faux. OK? Avec un système qui, justement, utilise la macro et le fondamental, eh bien, on est capable de s'adapter à n'importe quelle condition et quand même tirer son épingle du jeu. Oui, ça a été un petit peu plus difficile récemment, je l'ai mentionné tantôt, mais on est quand même capable d'avoir des bons résultats avec justement un système qui peut s'adapter. Donc, guys, si c'est quelque chose justement qui vous intéresse de travailler avec nous directement, ce qu'on fait, c'est vraiment du coaching en one-on-one. OK? Donc, si vous voulez travailler avec moi, avec notre équipe et rejoindre même la communauté qu'on a, je vous invite à regarder le lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener vers une autre vidéo de présentation qui est tout simplement une vidéo où j'explique beaucoup plus en détail qu'est-ce qu'on fait au sein du programme et comment on peut vous aider. Et si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous, vous allez même avoir l'option par la suite de planifier un appel avec moi ou un membre de notre équipe pour qu'on puisse regarder avec vous beaucoup plus en détail votre situation, vos objectifs et voir tout simplement si on peut vous aider aussi. Donc, si c'est quelque chose, guys, qui vous intéresse, regardez le premier lien dans la description de la vidéo puis allez voir l'autre vidéo. Et par la suite, comme je disais, vous allez même avoir l'option de planifier un appel. Et sinon, guys, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a amené beaucoup de valeur. C'était ça mon objectif avec la vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si vous avez aimé, guys, encore une fois, le concept, évidemment, mettez-y un like, j'apprécierais beaucoup. Et là-dessus, on va se retrouver dans la prochaine.